Une nouvelle de Vladimir Hernandez, l'impératrice. Le bruit recommence. La créature me poursuit dans l'obscurité. L'impératrice, un spectre ailé, meurtrier, cherche un moyen de parvenir jusqu'à moi à travers l'entrelacs de métal que forment les conduits de climatisation. Sa vision thermique est perturbée par la chaleur des tuyaux qui m'entourent et elle tente de me localiser grâce à ses autres sens. Je ferme les yeux et je la vois mentalement. Une créature qui ressemble à un insecte, à une énorme mante religieuse noire de 2,50 m d'envergure. Elle se rapproche. Elle possède une intelligence extraterrestre. Elle est bien plus astucieuse que moi. J'ai trouvé un refuge précaire dans les entrailles métalliques de l'Escher et je me retrouve prisonnière à bord de mon propre vaisseau. Je ne suis même pas en mesure d'atteindre les commandes de navigation. Je suis aussi aveugle que l'impératrice. Mes implants optiques ne me montrent que la barrière thermique qui me dissimule de la créature. Je vois de douces ondes de chaleur danser au rythme des systèmes de bord, traçant des fantômes holographiques à travers une pluie épaisse d'explosions chromatiques. Mes implants affichent des codes alphanumériques correspondant à la détection d'un flux chimique. L'impératrice me bombarde d'un nuage de phéromones modifiés. Elle tente de briser ma volonté. Je prie Dieu qu'elle n'y parvienne pas. Je ne suis pas l'une d'entre eux. Mais je sais que ma résistance est vaine. Je gagne un temps inutile. Il n'y a plus personne pour me secourir. Je suis aveugle, désarmé et perdu. Perdu depuis le jour où j'ai décidé d'accepter la proposition de Kyle. Kyle, le beau, l'étrange Kyle. Que son âme brûle en enfer. Il ne fut pas facile pour Kyle de me retrouver. En réalité, j'étais surprise qu'il soit parvenu à traverser le réseau complexe de prête-noms et de procédures qui me sert de couverture. Il avait dû remonter une longue chaîne d'intermédiaires à travers 5 systèmes stellaires pour arriver jusqu'à mon quartier général à Gadir. En outre, j'étais étonné que la proposition remonte jusqu'à moi de cette manière puisque depuis plus de 20 ans, c'était toujours moi qui choisissais. Mon extrême prudence m'avait permis d'évoluer sans problème dans l'univers dangereux du marché noir qui proliférait comme un champignon mutagène et opérait dans les interstices des économies interstellaires. La clé de mon succès résidait dans le nombre important de furteurs que j'avais disséminés dans le réseau des mondes de la Fédération. Ils traquaient l'information sur les plus infimes opportunités comme si elles constituaient les pièces d'une jolie machine à mouvement fractal. Ils identifiaient les filons éventuels de richesse sur lesquels je pouvais agir. Ils assuraient ma survie en opérant à grande échelle, avec des marges de manœuvre étroites, de façon à ce que je ne croise jamais le chemin des gros poissons. J'étais parvenu à forger mon petit empire derrière un négoce de façade appelé Entreprise, Max, Application verticale horizontale, et les sous-systèmes redondants de protection que je mettais au point pour chacune de mes opérations illégales me protégeaient parfaitement des autorités fédératives. Cependant, Kyle était arrivé jusqu'à moi en traversant mon réseau de furteurs, ce qui me fit supposer qu'il était brillant. Le seul fait de le voir assis dans mon bureau de Gadir parlait en faveur de l'incroyable discrétion, de l'habileté et du pouvoir de persuasion dont il avait dû faire preuve. Je suis toujours méfiante de prime abord. Mes agents m'assuraient que Kyle n'était pas flic. Je décidai donc de l'écouter. Je ne nierai pas que son étrange beauté me fascina dès le premier instant, tout en lui exhalait une intense sémiotique émotionnelle, une combinaison de triomphe et d'obscures obsessions qui activaient dans mon esprit des ressorts ataviques. Sur le moment, je croyais le contempler à distance prudente, derrière la barrière commode de froideur qui sied aux relations d'affaires. Mais inconsciemment, je succombais déjà. Kyle était grand et mince, avec la pâleur dermique et les traits fins d'un habitant des mondes d'Erial. Mais ses vêtements venaient de la zone des confins. Ses cheveux foncés et raides
tombait droit sur ses épaules comme une cape de velours noir, contrastant avec le bleu de ses yeux, un bleu céleste qui fleurissait en couches superposées depuis ses pupilles pour se diluer en un anneau gris dans l'ovale du blanc. Derrière ses yeux palpitait un tourbillon contagieux entretenu par une force vive qui me terrorisait et m'attirait à la fois. Et il se tenait là, étrange et magnétique, manœuvrant les mots, exposant avec une inébranlable conviction ses arguments infaillibles. Il me proposait l'affaire du siècle. Kyle me balança son histoire. Il était né dans une forteresse fédérative, au cœur de l'un des systèmes du Centaure, et il était devenu généticien. Il travaillait comme chercheur sur l'effet Pandore, causé par la renaissance de la bio-ingénierie. Il avait passé la majeure partie de sa vie à créer des hybrides dans des laboratoires militaires sophistiqués, sautant d'un projet à l'autre, jusqu'à ce qu'il se trouve impliqué sur le front avec l'équipe scientifique chargée de la lutte contre les sauterelles. Nous étions en guerre depuis plus de 15 ans, la guerre la plus dévastatrice jamais vécue par les hommes. L'ennemi était une puissante civilisation extraterrestre apparue un jour au milieu des territoires fédérés, détruisant sur son passage vaisseaux et habitats humains. Ces extraterrestres se révélèrent des adversaires extrêmement meurtriers. Bien qu'ils possèdent une technologie aussi sophistiquée que la nôtre, ils faisaient preuve d'une férocité incompréhensible et l'implacable pouvoir destructeur qu'ils déchaînaient sur nos mondes démontrait leur absolue détermination d'annihiler l'espèce humaine. On les appela les sauterelles parce que ces aliens envahissaient les bastions de l'humanité comme une nuée de criquets. Ils rasaient tout, ne faisant jamais de prisonniers. Nul n'était parvenu à communiquer avec elles durant toutes ces années, mais on disait qu'elles menaient une croisade religieuse contre notre expansionnisme territorial. Les xénobiologistes et les sociologues parlaient de choc des cultures, pure spéculation. Quoi qu'il en soit, nous apprîmes la leçon la plus dure de notre histoire pour la première fois. Nous rencontrions un ennemi véritablement imprévisible, extrêmement cruel, ne montrant aucun intérêt pour la négociation ou la cohabitation, déterminé à nous exterminer jusqu'au dernier. Il nous fallut des millions de morts et la destruction de plusieurs mondes colonisés pour le comprendre. Mais nous entrâmes dans cette guerre et nous nous mîmes en devoir d'arrêter les sauterelles. Nous commençâmes à les faire reculer au bout de 10 ans. Aujourd'hui, d'après les nouvelles du front, la flotte de la Fédération était parvenue à inverser le cours de la guerre. Nous envahissions leur territoire, récupérant les systèmes perdus, élargissant la sphère d'influence de l'humanité. Toutefois, nous ne parvenions pas à les vaincre totalement à cause de notre manque de connaissances sur eux. Quelque part, j'ignore le nom du lieu précis. Nos troupes luttaient contre des xénomorphes à la physiologie basée sur le silicone. Toutefois, le front se trouvait très loin de notre secteur fédératif. Au fil des ans, le conflit avait perdu une grande partie de son intérêt. Sur Gadir, en orbite, autour de la géante rouge Swenk, à 17 années-lumière du signe en direction de l'arc inférieur du bras en spirale, la guerre contre les sauterelles s'était transformée en un phénomène lointain et moins dramatique qu'autrefois. L'événement se déroulait à l'extrémité sauvage des confins, très loin des systèmes civilisés importants, et encore plus loin des mondes frontaliers de la sphère. Les militaires avaient eu beaucoup de chance. J'ignore si c'était arrivé durant une attaque dans l'espace ou au cours des combats sur ce monde où les troupes s'affrontaient, mais ils étaient parvenus à capturer une impératrice et la gardaient en captivité. Une impératrice sauterelle, commenta Kyle, la forme de vie la plus sophistiquée que nous ayons croisée dans toute l'histoire de l'humanité. La chance de disposer d'une chimère biologique qui ouvrirait des milliers de voies nouvelles à la recherche scientifique. Les xénomorphes semblaient avoir développé une technologie totalement organique. Toute leur civilisation était structurée en essaims coloniaux autonomes,
composée de castes spécialisées qui tournaient autour du couple hégémonique de chaque communauté. Les créatures les plus importantes de l'espèce, que les scientifiques humains appelaient impératrices et empereurs, et qui régissaient la configuration des puissants clans planétaires. On parlait de la stratification sociale des sauterelles, nourrices, guerrières, ouvrières, une structure complexe de castes originales et de sous-espèces créées par des mécanismes techno-évolutifs très complexes durant des siècles d'expansion interstellaire. L'impératrice, souligna Kyle, d'un ton très persuasif, était une pièce maîtresse pour notre compréhension du fonctionnement social des sauterelles, de leur langage basique, de leur hiérarchie. Elle ouvrait la voie vers une conscience étrangère que de nombreux scientifiques de la Fédération croyaient impossible d'atteindre par les moyens de communication linguistiques humains. Si bien qu'à présent, l'ancienne dirigeante d'un clan extraterrestre détruit vivait confinée dans un laboratoire sur un astéroïde de la division militaire Tantale, réduite à la condition de cobaye ultra secret, de matériel d'expérimentation bourré de drogues spéciales pour éviter qu'elle ne reprenne le contrôle de son corps et ne provoque sa propre destruction. Sur Tantale, Kyle avait formé une partie de l'équipe des xénobiologistes chargés d'établir un contact avec l'impératrice droguée, mais quelqu'un l'avait éjecté du projet. Cette éviction, dont Kyle n'avait jamais compris les raisons, avait mis en lumière un aspect de sa personnalité que lui-même ignorait. Vivant mal ce rejet, il avait décidé de se venger de Tantale et avait conçu son plan. Habité par une désillusion qu'alimentait sa rage, il était descendu dans les bas-fonds des économies souterraines où la science se transforme rapidement en marchandise et acquiert des horizons nouveaux et insoupçonnés. Il cherchait un artisan du marché noir, possédant les contacts propres à changer les informations en richesse. Jusqu'à ce qu'il me rencontre. Il voulait que nous kidnappions l'impératrice et que nous la vendions à bon prix en faisant valoir sa qualité d'extraterrestre. « Mais c'est de la folie ?» répondis-je. « Une folie insensée ?» ?»« Exactement, Max !» insista Kyle en exploitant les lignes de fracture dans ma cuirasse de scepticisme. Et c'est pourquoi ça va marcher. Il savait que son idée délirante présentait une chance palpable de succès qui finirait par m'atteindre. Il me commenta les détails, me parla de la ceinture d'astéroïdes de la lointaine étoile G1 845, où se trouvait le laboratoire de Tantale, des coordonnées qu'il possédait sur sa localisation, des codes et des contre-mesures pour leurrer les systèmes militaires et entrer dans la base. Il avait tout prévu. Il me parla de l'aide que nous recevrions d'un contact à l'intérieur et des points de faiblesse de la défense interne de la station. Il parsema l'histoire de détails convaincants, mentionna les profils que nous pourrions réaliser si nous parvenions à délivrer l'impératrice dans les bonnes mains et observa mes réactions. Mes doutes commençaient à s'évaporer, fragilisés par la logique imparable de Kyle et par mon imagination exaltée. C'était peut-être réalisable. Il fallait évaluer les opportunités. Si le projet se révélait viable, j'allais devenir un point de transfert entre le consortium militaire dépouillé et les avides acheteurs illégaux. Un point de transfert très rapide, ou bien l'importance de la marchandise me détruirait. Nous tentâmes de calculer la richesse que pourrait générer l'impératrice. Nous saurions alors à quelle porte frapper. Toutefois, il nous faudrait agir très prudemment. D'après Kyle, les laboratoires corporatifs intéressés par une impératrice œuvraient dans 4 champs d'investigation: la bioguerre, la nanotechnologie, les biopuces et les hautes énergies. Sur Tantale, les seules recherches menées concernaient la division des armes biologiques et l'équipe de généticiens à laquelle appartenait Kyle. L'impératrice était un véritable complexe vivant de xénotechnologie. Sa structure cellulaire possédait des millions de machines submoléculaires, des engins biologiques qui nous apporteraient les clés essentielles pour faire évoluer notre nanotechnologie autoréplicante qui piétinait, ou bien pour développer des armes et des défenses intelligentes.
Kyle me donna des explications sur les bibliothèques évoluées des génopus de l'ADN alien qui leur permettraient d'accéder à d'énormes volumes de leur mémoire raciale, des informations ancestrales d'une ancienneté millénaire, archivées avec bien plus d'efficacité et de longévité que ne leur permettaient nos supports informatiques. Sans compter que dans ces génothèques se poursuivaient probablement des informations sur la fusion froide et les boucliers d'énergie générés par des organismes biologiques, ce qui nous permettrait de mettre au point des systèmes de production d'énergie moins polluants. Vole l'impératrice, et tu pourras en demander le prix que tu voudras, affirma Kyle un soir au bord de la mer en me regardant fixement. Et je succombais. J'acceptais sa proposition, fasciné par la fortune qu'il me proposait et par la passion sauvage qui pulsait dans ses yeux couleur de ciel. Nous passâmes à l'action, nous déplaçant vers Man, la plus inférieure des planètes de Swank, un paradis de contrebandiers hors pair, où j'avais de bonnes relations avec d'influences intermédiaires. Je laissai mon vaisseau, l'Escher, dans l'un des docks pour touristes du spatioport orbital. Nous louâmes une chambre bulle dans l'hôtel de l'ascenseur spatial et nous nous laissâmes tomber dans le puits de gravité pour un voyage de 2 jours. Je me souviens du visage de Kyle, près de la vitre polarisée de la bulle, sévère, les yeux fixés sur Swank, comme s'il voulait absorber tout ce flux de photons émis par l'astre moribond. L'éclat de la géante rouge illuminait sa peau blanche et les reliefs de ses muscles faciaux. L'arc de son dos était puissant. Et durant des moments d'une intensité rare dans la nuit de Man, pendant que la masse de l'hôtel flottant pénétrait dans les couches supérieures de l'atmosphère, je me retrouvais en train de gémir de plaisir sous le corps chaud de Kyle, capturé par sa force. Les mèches humides de ses cheveux s'étalaient comme de l'encre sèche sur mes seins. Je sentis une substance tiède tomber sur ma peau sous l'effet de la gravité croissante, des larmes qui affleuraient en silence de son intimité la plus secrète. Sur Man, je mis en branle une fois encore ma machinerie redondante de contact, évaluant l'intérêt des clients potentiels, palpant la solidité des extrémités du pont que je formerais bientôt. Je progressais si bien que, de retour en orbite, je me décidai à appeler mon équipe de terrain. Des spécialistes en qui j'avais une confiance absolue, des muscles stratégiques parfaitement formés à la rapidité de ce genre de travail. Nico, une arcane athlétique et bio-implantée, fut la première à arriver. Elle abandonna ses affaires sur Dextar à 7 années-lumière et prit un croiseur express jusqu'au système de Swank. Arrivèrent ensuite, depuis le cœur des confins, les inséparables Xinjiang et Antonio. Narquois durs, ils avaient peu de manières, mais convenaient parfaitement à ce type de travail. Nous dûmes attendre Wachowski une semaine, ce qui nous donna le temps de lui aménager la petite soute de l'Escher et d'adapter le software qui connecterait notre salle de réunion à ces terminaisons extrêmement sensibles. Comparé à Wachowski, l'Escher était une carcasse. Wachowski était un faucon, un cerveau organique humain enfermé dans le noyau de commandement blindé d'un chasseur d'assaut. 8 mètres de corps cybernétique lourdement armé, dirigé par 1,5 kg de matière grise accouplée aux terminaisons artificielles. La flotte avait construit une centaine de ces Navorgs durant la décennie passée. Des chasseurs hybrides spéciaux équipés d'un système révolutionnaire de tuyères et hérissés d'armes à plasma qui jouèrent un rôle fondamental dans la première vague offensive contre les sauterelles. Kamikazes, petits et foudroyants, les faucons se transformèrent en une véritable nuée destructrice pour les bionavires ennemis. Mais presque tous moururent. Des patriotes rapidement oubliés par les survivants de la victorieuse armée fédérative, dont l'héroïsme était maintenant relégué à quelques chapitres dans les livres d'histoire récentes. Seuls 7 d'entre eux survécurent à la guerre. Et maintenant, ils étaient des déchets, des mercenaires d'occasion à la dérive dans une société humaine qui les voyait comme de simples reliques exotiques. Wachowski était mon agent préféré pour ce type d'affaires. Je lui expliquais le plan, donnant une vision tridimensionnelle de la situation et de l'objectif.
Je leur proposais des sommes importantes, en échange d'un peu de leur adrénaline. Ils m'écoutèrent attentivement, le visage tendu, devant l'holocarte, demandant des détails, traçant des itinéraires, ébauchant des logiques virtuelles, tentant de vérifier toutes les variables que Kyle tenait pour certaines. « Non, dirent-ils, répétant mes propres mots. C'est de la folie. »« Le prix est correct, déclara Nico, en balançant doucement les bras. Mais il y a trop d'inconnus. Une fois à l'intérieur de Tantale, la situation peut se révéler désastreuse. » Jingyan m'expliqua qu'ils ne risqueraient pas leur vie pour quelque chose dont je ne pouvais garantir la présence. Même Wachowski, qui, au même titre que Kyle, chérissait l'idée de prendre une petite revanche sur les militaires et qui se sentait plus protégé et plus indépendant que les autres, doutait. Antonio prit son ton le plus diplomatique pour déclarer « Nous allons peut-être prendre trop de risques pour des variables incertaines. » Il lança un regard insistant à Kyle, puis poursuivit « Nous devrions peut-être faire monter les enchères. » C'est alors que Kyle joua son gambit. Il sacrifia une pièce, exécutant le coup gagnant de sa partie d'échecs complexe. Il leur offrit l'immortalité. Il lâcha cette promesse d'éternité de manière presque agressive, impudique. Le mot était imprégné de mysticisme. Tandis qu'il contemplait nos visages étonnés, il nous révéla que les gènes de l'impératrice possédaient des mécanismes protéosomiques qui permettaient de transcrire des caractéristiques aliens dans l'ADN humain. Des hybridations d'extrême longévité cellulaire, impensables pour notre science gérontologique, des nucléosomes synthétiques capables d'entretenir indéfiniment la membrane de nos cellules, évitant la dégradation chromosomique, et l'accumulation dans le génome de dommages qui nous conduisaient au vieillissement et à la mort. L'extraterrestre changeait en instrument de l'immortalité humaine. C'était trop beau, trop extravagant. Aucun d'entre nous ne croyait Kyle. C'est pourquoi je le soumis au scan, durant des heures, avec les instruments de l'échelle et sous le regard attentif de Jin-Yang, notre spécialiste en biologie moléculaire. Nous attendîmes dans le suspense le plus total jusqu'à ce que Ying émergeât du labo et nous montre les preuves en PV. Les cycles cellulaires de Kyle étaient parfaits, son organisme était totalement protégé contre le vieillissement. Kyle ne mentait pas. Sur Tantale, on avait modifié son ADN avec le génome de l'impératrice et il était maintenant immortel. Yin-Yan énonça alors une opinion que nous formulions tous à voix basse. « Ça vaut la peine de risquer sa vie pour voler l'immortalité. »« On se fout de l'immortalité !» s'exclama Wachowski d'un ton excédé. Comme Kyle, il ne cherchait qu'à se venger des militaires et le raid sur Tantale était devenu pour lui le parfait symbole du défi et de la revanche. Plus tard, j'eus une violente dispute avec Kyle dans ma cabine. Je criais et nos deux volontés s'affrontèrent dans un choc exténuant. Pourquoi m'avait-il caché cette histoire d'immortalité ? Il se contenta de m'abreuver de douces paroles et de caresses. Il dévia ma furie à sa façon, éclipsant ma volonté, avec la même facilité qu'il avait à éveiller mon plaisir. Le plan fut lancé 2 jours plus tard. Nous avions beaucoup à faire. Nico, Antonio et Jin-Yan partirent vers Tesla pour préparer l'équipement nécessaire. Wachowski ne faisait pas confiance aux données de Kyle et il embaucha 3 mercenaires cloniques pour renforcer notre groupe. « Plus on a de muscles, plus on a de poignes », expliqua-t-il. Je laissai Kyle sur Man avec un spécialiste en embryologie pour construire la cage de contention destinée au transport de l'extraterrestre et je partis régler les détails du voyage sur la planète d'Obrinia. Je me rappelle encore ma semaine sur cette planète, luttant chaque jour contre un syndrome d'abstinence lié à l'éloignement de Kyle, tandis que je négociais le déplacement occulte de l'échelle avec un cadre élégant du conglomérat de transport du Polef. Il tombait une neige légère sur Néogorki.
Les fins cristaux gelés, souillés par les aérosols industriels, assombrissaient la pâle clarté de la lumière hivernale. L'image de Kyle demeurait imprimée dans mon esprit, tandis que je définissais avec l'homme les points de rendez-vous, les coordonnées des sauts, les combinaisons d'hyperportail et de cargo interstellaires. G1 845, où se trouvait le laboratoire Tantale, était une insignifiante naine brune entourée d'un large anneau d'astéroïdes et de quelques nuages moléculaires. Ce système était éloigné des routes habituelles. L'accès en était interdit aux vaisseaux civils, à l'exception de certains conglomérats commerciaux qui avaient l'autorisation de l'utiliser comme voie de passage vers d'autres étoiles. Ma seule préoccupation était de pénétrer la zone sans être détecté, puisque l'Escher disposait de son propre hyper-impulseur pour en sortir dès que nous aurions récupéré l'extraterrestre. Nous conclûmes un accord. D'ici 2 semaines, un convoi commercial de 12 cargos-robots de la Tupolev utiliserait les hyperportails d'accès à G1 845 situés sur son trajet habituel. Dans un compartiment du dernier vaisseau serait dissimulé l'Escher. Puis un programme semi-automatique ouvrirait pendant 3 minutes une porte de la soute par où nous sortirions. Ensuite, le reste me regardait, m'assura le cadre. Je retournai sur Man et passai plusieurs communications. J'avais 2 acheteurs dans le noyau pour la marchandise. L'artefact de la contention de l'impératrice était prêt et le reste du groupe venait de rentrer. Wachowski avait emmené ses 3 mercenaires supplémentaires, 2 grands rouquins artificiellement modifiés. Il s'agissait de clones de combat du type Rhino, provenant de Shannon, silencieux et attentifs, en connexion neuronale avec Wachowski. Des guerriers parfaits, prêts à entrer en action. Après avoir récapitulé une dernière fois le déroulement de l'opération, nous partîmes en direction d'un spatioport commercial sur Altaïr, où se trouvait notre point de rencontre avec les vaisseaux Tupolev. Au loin, les étoiles changèrent de place dans la trame céleste, tandis que le convoi sautait à travers le portail, et je plongeais une nouvelle fois dans l'intimité particulière que m'offrait Kyle. Son souffle chaud sur ma peau et l'air chargé de cette force électrique qui me frappait comme une drogue. 2 hypersauts plus tard, l'Escher quitta le cargo et l'anneau d'astéroïdes de G1 845 apparut devant nous comme un océan monochrome de glace et de roches. Nous mîmes 4 jours à trouver Tantale, mais il était bien là, parfaitement dissimulé dans la cavité d'un astéroïde, à l'endroit exact que Kyle avait désigné. Comme un poisson pilote collé au ventre d'un requin, je cachais mon vaisseau derrière une roche à 50 km de l'objectif. Le moment de passer à l'action était venu. Je descendis dans la soute et je vis mes camarades se glisser dans le compartiment de Wachowski. Avec leur étrange armement et revêtus de leurs cuirasses en matériaux nanotechnologiques à haute compression, ils ressemblaient à des machines de guerre boostées à l'adrénaline. Kyle ne me regarda pas. Il était en train de connecter son cerveau à l'interface de Wachowski et semblait lui transmettre des données ou des consignes. Son visage était inexpressif, comme si la proximité de son but l'avait vidé de toute émotion. Je ne distinguais pas ses yeux. Le faucon décolla, et je demeurai à bord de l'Escher. Wachowski activa les boucliers mimémiques, je centrai les optiques sur Tantale, et j'attendis. 1 heure passa, la plus longue de ma vie. Soudain, le faucon redevint visible. Il quittait la station et prenait de la vitesse pour se diriger droit vers l'Escher. Dans 8 minutes, il serait là. Pour la première fois, j'eus vraiment peur que quelque chose se soit mal passé. J'avais des doutes. Je mourais d'envie de rompre le silence radio que nous avions convenu, mais je savais que Wachowski ne se laisserait pas contacter si ce n'était pas prévu, qu'il ait réussi ou non sa mission. Je m'armais de patience. 3 minutes avant son arrivée, j'activai les impulseurs et j'ouvris la porte de la soute, prête à la manœuvre de fuite. L'ordinateur de vol calculait le microsaut jusqu'au portail de sortie de G1 845, le plus proche. Lorsque les optiques m'informèrent qu'un petit véhicule monoplace venait de quitter Tantale. Zut,
Je n'avais pas d'artillerie pour me défendre. Puis le système de communication commença à hurler sur le pont, relayant des impulsions saccadées dans un code militaire inconnu. Je tentais d'ignorer l'ultimatum probable de la station, mais l'ordinateur venait de déchiffrer le signal et le diffusa sur haut-parleur. Ce n'était pas une menace en provenance de Tantale, mais un avertissement délivré par la voix rauque et haletante de l'un des mercenaires clonés de Wachowski. Je réalisais alors le désastre. Morts. Ils étaient tous morts. Je me souviens que le mercenaire criait « Ce foutu môme nous a trahis !» Je mis de précieuses secondes à réaliser qu'il parlait de Kyle. Je me figeais. Si Wachowski ne répondait pas, c'est que Kyle était parvenu à l'éradiquer. Je me souviens de Kyle qui se connectait au faucon. Wachowski est passé aussi, me dis-je. Les lumières du tableau de bord m'informèrent qu'ils avaient atterri dans la soute. Kyle fut le premier à sortir. Derrière lui apparut une énorme créature insectoïde à la tête indescriptible qui semblait s'être échappée du voyage onirique maladif d'un créateur de cauchemars. Elle était hexapode et cuirassée. Son corps était un exosquelette segmenté comportant d'étranges élytres noirs jaillissant vers l'avant comme une cape organique. J'activai les commandes déclenchant le saut vers l'hyperportail le plus proche et je quittai le pont en courant à la recherche d'une arme. Tandis que je filais dans les coursives, mon amant m'avoua la vérité dans les haut-parleurs. Kyle m'avait menti depuis le début. Il n'était pas xénobiologiste militaire, ni généticien, ni même mercenaire au service d'une faction pirate ou corporative. C'était pire, il n'était pas humain. Du moins, pas comme il me l'avait raconté. Les sauterelles avaient mené des expériences avec du matériel génétique humain parce que c'était dans leur nature, ou tout simplement parce que c'était le cours de la guerre. Elles avaient créé des clones transgéniques humains, des créatures hybrides soumises au protocole phéromonaux du nid de sauterelles. Mon amant était l'une d'elles, un esclave absolu du lignage ancestral de son clan, un élément transhumain du petit groupe de sauterelles capturées qui visiblement avaient réussi à s'échapper de Tantale et qui, depuis, manœuvrait désespérément pour libérer sa régente. Au-delà des fonctions autonomes basiques de Kyle, l'impératrice commutait les circuits limbiques de cet hybride extraterrestre qui m'avait empoisonné de plaisir. Je m'étais fait avoir et par ma faute, Ying, Antonio, Nico et Wachowski étaient morts, mais je ne le laisserai pas arriver à ses fins. Je lui tombais dessus dans les coursives du vaisseau alors qu'il me cherchait et je lui vidais dans la poitrine toute la charge énergétique de mon arme. Je ne m'arrêtais pas pour regarder le bleu vitreux de ses yeux morts. La créature effrayante arrivait derrière lui, me coupant l'accès au pont du vaisseau. Je me sauvais, terrorisé. Puis je me trouvais traqué comme un animal craintif dans les conduites de climatisation du vaisseau, pensant encore une fois à Kyle, à ses promesses absurdes d'éternité, aux mensonges codifiés qu'avait été son existence. Kyle se résumait à cela, un mécanisme biochimique, une construction humanoïde programmée pour déclencher des réflexes ataviques. Toutefois, il n'y aurait plus d'immortalité pour Kyle. La sauterelle est silencieuse et ma frayeur semble s'évaporer. Son influx phéromonal a peut-être fini par triompher de mon organisme. Je ne la distingue toujours pas dans l'obscurité, toutefois, je la sens toujours là, en attente, comme un spectre patient. Mais le temps s'épuise. L'échelle a passé le portail et se trouve maintenant dans le vide échoué. L'impératrice et moi, nous trouvons face au même dilemme. Sans moi, elle est incapable de manœuvrer les commandes du vaisseau et elle a besoin de retrouver les siens. Et je ne peux pas vivre confiné éternellement. Nous devons donc prendre une décision, tôt ou tard. Nous devons tous affronter nos propres démons. Pour rentrer chez moi, il me faut braver un monstre ailé qui m'attend dans les ténèbres, rencontrer la personnification du cauchemar, échapper à l'enfermement pour toujours. Qui sait? Je me redresse en silence. Je prends une longue
Inspiration comme si j'étais sur le point de plonger dans un lac profond et glacé. Je règle mes optiques sur la résolution maximale et je commence à cheminer vers l'inconnu. Impératrice est une nouvelle de Vladimir Hernández, publiée dans l'anthologie Dimension Latino, anthologie de la SF latino-américaine, publiée dans la collection Rivière Blanche, aux éditions Black Coat Press. Narration, réalisation sonore et musique, Eric Hansen.